Alors, chers amis C'est bon. camondiens et camondiennes, nous allons continuer notre incroyable session d'intervention avec le remarquable et illustre Goliath Dièvre, designer, à l'origine de ce projet abracadabrantesque, dirait Arthur Rimbaud et Jacques Chirac, de Big Assembly. Goliath, je suis très heureux de te laisser la parole. Eh bien, merci Aurélien, merci de cette invitation pour parler de ce projet qui est assez récent. Donc, c'est un peu la première conférence que je donne. Moi, j'avais fait donner une conférence déjà à l'Institut français de Milan au lancement du projet il y a quelques mois, mais là, donc, ça m'a permis aussi de faire une petite synthèse. Donc, je m'appelle Goliath Dièvre, je suis designer. J'enseigne aussi. En fait, mon activité de designer se sépare en plusieurs pôles, plusieurs chapitres. Une activité un peu de recherche autour de l'objet, principalement une réflexion autour de la relation que les êtres humains ont avec les objets. Donc pas forcément que du dessin, quoi, d'objets. Ensuite, j'ai une activité d'enseignant à l'ENSI, les ateliers, où j'ai créé un projet de design expérimental qui s'appelle Design en dystopie, et un autre plus récemment qui s'appelle Hyperproduction et imaginaire industriel. Donc les deux sont un peu des design en dystopie, c'est du design spéculatif, fiction, et imaginaire industriel, hyperproduction, c'est plutôt autour d'un design critique, puisque moi, en tant que designer, pour moi, le design, c'est une activité, c'est un outil critique de l'industrie. Donc voilà, c'est ce que je prône à l'ENSI en tout cas. Et je suis aussi enseignant à l'ISA en architecture d'intérieur, puisque depuis quelques temps, je fais des projets d'architecture d'intérieur aussi, enfin de design intérieur. Et à l'origine, mon activité économique est plutôt basée sur la scénographie d'événements. Et, en fait, on va voir comment, en fait, comme cette activité s'est arrêtée pendant une certaine période, le projet Big Assembly en fait vient de cette période de crise. Et voilà. Donc voilà, ça c'est des projets que je fais en tant que designer. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est pas le sujet ici, mais bon là c'est autour de par exemple l'appréhension et la prise en main des objets. Donc ça c'est une partie de mon travail qui est de retour aux bases du travail de designer. Donc la main, c'est une base du travail designer. Là, c'est sur la question ce projet-là sur la question de l'usage et de l'utile. Ici, ce sont des objets pour écouter la mer. Donc c'est un usage inutile. Donc ça a une utilité, c'est-à-dire écouter la mer, mais ce n'est pas utilitaire. Donc voilà, c'est des objets qui posent plutôt des questions qui ne répondent qui n'y répondent. Là, c'est un projet de recherche, un début de projet de recherche autour des objets de la voix. Donc tous les objets qui sont liés à la voix, que ce soit la voix amoureuse, soit la voix politique, la voix sociale. Donc là, c'est une première recherche sur le porte-voix formel et aussi de technique, voilà, d'amplitude. Mais je ne gagnais pas mon argent avec ces projets-là. Je gagnais mon argent en faisant des événements, des scénographies d'événements. Donc là, par exemple, une fête pour le petit bateau au Palais de Tokyo pour fêter les 100 ans de la petite culotte petit bateau. Donc voilà, vraiment des projets événementiels. Donc c'est une soirée, parfois un défilé, c'est 10 minutes, c'est 6 mois de préparation. Des vitrines là pour Hermès, ça c'est un des derniers projets événementiels que j'ai pu faire. Donc c'est pas nul, même s'il y a une espèce de paradoxe entre mon travail de designer et mon travail de scénographe. Mais comme en fait, je suis pas le seul designer à vivre comme ça, dans une espèce de paradoxe économique entre comment gagner sa vie et comment exprimer des objets, comment créer des objets ou penser des objets qui ont du sens. C'est difficile de les faire se rencontrer, en tout cas au début de sa carrière. J'espère que plus tard, ça sera le cas. Pardon, là je remonte. Bon, ça ne m'empêche pas de m'amuser dans les formes que je donne à ces projets économiques. Mais donc pendant la crise de la pandémie, du Covid, en fait, moi, toute mon activité économique s'est arrêtée. Et la question, donc mis à part le désagrément de gagner beaucoup moins d'argent, la question c'est
mais en fait, si ça se reproduit maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, mais en fait, pour des jeunes designers qui viennent des diplômés, comment en fait, comment on donne plus d'autonomie aux designers, aux créateurs? Est-ce qu'il y a des moyens de le faire, quoi? Donc évidemment, je commence à réfléchir à l'auto-édition, l'autoproduction, qui sont des choses que des designers font, comme Charlotte Juillard par exemple, voilà, qui produisent eux-mêmes leurs objets, mais ça nécessite déjà d'avoir du temps et ça nécessite d'avoir des moyens. Et moi, mon idée, c'est justement, quand on a une période de creux, quand on est un jeune designer, que tout d'un coup on a moins de clients, comment on peut produire rapidement quelque chose sans moyens, comment on peut rapidement le mettre en vente. Donc voilà, il y avait toutes ces idées-là. Donc en fait, la question que ça suscite, c'est comment produire sans fabriquer, comment assembler sans transformer. Puisque en fait, c'est ma réponse en fait au problème, c'est qu'il faut rien fabriquer, ou en tout cas très peu. Et donc j'ai l'idée du projet The Big Assembly. Alors pourquoi c'est en anglais? Parce que parce qu'en anglais il y a le double sens, le sens d'assemblage, mais aussi le sens de rassemblement, puisque mon idée c'est de créer aussi une communauté autour de cette nécessité d'autonomie, une communauté de créateurs, designers, mais voilà, de tous bords. Donc en fait le projet c'est un protocole de création qui est assez strict, qui est basé sur l'idée d'assembler des choses entre elles, de se dire il y a assez de choses qui existent aujourd'hui dans le monde et surtout dans nos ateliers de designers, de créateurs, des chutes, des échantillons, des choses qui traînent, un bout de marbre, un morceau de verre soufflé, et qu'en fait juste en assemblant ces choses entre elles, on peut créer des nouvelles fonctions, enfin des fonctions en tout cas, on peut créer des nouvelles formes, on peut créer une esthétique même de l'assemblage. Et donc c'est ce que je commence à mettre en œuvre. Déjà je rédige un protocole de création, qui est aussi le protocole de création qui va me permettre de communiquer avec les autres designers. Donc voilà, avec ces règles justement de récupérer ces chutes, ces échantillons, mais de ne pas les transformer, puisque c'est dans ma réflexion de dire en fait on récupère ces choses-là, elles ont en elles-mêmes déjà des qualités, et on ne les transforme pas, on ne les repeint pas, on ne les perce pas, on ne les coupe pas. C'est juste cette pièce d'assemblage en fait qui va pouvoir être travaillée. Elle va pouvoir être dessinée. Moi je suis un designer plutôt classique, c'est-à-dire j'aime bien dessiner vraiment matériellement, poser mon crayon sur le papier, et j'aime bien générer des nouvelles formes. Et donc pour satisfaire ce besoin, ce désir de nouvelles formes, j'ai dans mon protocole mis cette petite liberté sur l'assemblage en lui-même, qui peut être fait de la façon qu'on veut. Mais les formes, la matière en elle-même, voilà, c'est chute. Donc moi j'ai fait le processus, j'ai sorti, j'ai 10 ans de carrière derrière moi, donc j'ai sorti des choses, j'ai tendance à garder pas mal de choses. Et voilà, là on voit par exemple au premier plan, il y a des bouteilles, à un moment je travaillais avec les parfums chez Hermès, et donc ils m'ont donné plein d'échantillons de bouteilles en plastique comme ça. Donc voilà, ça peut être la source d'un nouvel objet, des ronds en bois, des rouleaux de scotch, enfin plein de tout ce qui traînait en fait dans mon atelier. Et j'ai commencé donc à les assembler. Alors c'est un peu différent que le processus de projet, de méthodologie de projet habituel qu'on a en design, c'est-à-dire voilà, partir d'un usage ou d'une question. Là, comme on parlait les précédents intervenants, on part de la ressource en fait qu'on a, des objets, des matières qu'on a, et on les assemble. Alors on est un peu comme un singe, parfois un peu bizarre, à essayer d'assembler des choses qui ne rentrent pas les uns dans les autres. Moi, pour cette première collection, parce que j'ai fait une collection d'une 20aine d'objets, comme un démonstrateur aussi de ce protocole, j'ai beaucoup utilisé une pâte époxy. Donc c'est beaucoup coller les choses ensemble. Après c'est pas forcément ça, ça peut être assemblé par des liens, par plein de choses. On verra après. J'ai poussé les notions justement d'assemblage. Mais voilà, j'ai travaillé cette pâte que je suis venu repeindre souvent, parfois que j'ai laissé brute, comme des actes un peu aussi de collage très rapide, presque un peu punk comme ça,
de création d'objets très, très rapide justement. Donc ça c'est voilà, parmi un des objets que j'ai conçu, cette petite lampe. Donc c'est à chaque fois en fait l'idée aussi de ne pas retransformer les matériaux, c'est de dire que ces matériaux-là, ils ont une histoire, qui viennent de quelque part. Donc sur la plateforme de vente, puisque c'est aussi ça l'idée, il y a les histoires des matériaux. Donc là, par exemple, la lampe s'appelle la lampe Petit Prince, parce que j'avais travaillé sur une école avec des architectes sur l'intervention intérieure d'une école Petit Prince, et que le morceau de béton, c'est des carottes d'injection de béton, des murs de béton de l'école, que j'avais récupéré sur place, comme ça m'était venu. J'avais ce tube en verre qui traînait sur mon bureau depuis des années. Et voilà, et donc ces histoires-là, on les raconte. Je dis on parce que j'ai fait aussi intervenir d'autres designers, vous allez voir par la suite. Là, c'est un morceau d'IPN avec un globe en verre soufflé qu'on avait fait il y a très longtemps de ça pour un lustre pour le musée de la chasse et de la nature à Paris. Donc c'était un des globes qui nous restait, qui était un petit peu abîmé. Donc voilà, j'en ai fait une lampe. Là, c'est un rétroviseur avec un morceau de couverture de survie qui était une ancienne maquette d'un projet qui n'avait jamais finalement été édité. Là, c'est une plaque de marbre avec des pieds qui servaient à je sais pas quoi. Ici, c'est un vieil iPhone à moi qui était cassé, mais dont la lampe marchait encore, et un globe en verre soufflé par un artisan. C'était un échantillon de test de couleur, voilà, avec la résine laissée très brute comme ça. On ne sait même pas si c'est pas encore mou. Et en fait, la veilleuse, comme elle marche encore, ça fait une petite lampe veilleuse. Donc voilà, c'est une espèce d'objet un peu collage, parfois où on voit très clairement d'où viennent en fait les objets, parfois pas. Voilà, là c'est un morceau de sous-selle, je crois, pour la compétition hippique, avec un tabouret, voilà, que j'ai réhabillé comme ça. Voilà, ça crée des objets qui sont pas en fait à l'origine mon esthétique. Voilà, moi je suis plutôt, comme je disais tout à l'heure, assez classique dans mes objets. J'aime bien créer des nouvelles formes un peu. Et là, voilà, là c'est des collages, donc c'est un exercice aussi qui est intéressant pour, voilà, qui remet un peu en question ses propres méthodologies de projet. Donc voilà un peu la collection que j'ai réalisée. Il y a une vingtaine d'objets. Et à ce moment-là, en fait, du projet, moi, donc l'idée c'est d'être très rapide. Donc j'avais fait ces objets-là, pris en photo, créé la plateforme de vente. Et à ce moment-là, je rencontre plusieurs personnes qui vont m'aider en fait à porter le projet, entre autres quelqu'un que je connaissais déjà mais avec qui j'avais jamais travaillé, qui s'appelait Julien Véry, qui est un attaché de presse, qui était l'ancien attaché de presse de Jean-Charles de Castelbajac, qui avait été attaché de presse de Raito, donc qui était vraiment dans le milieu du design et qui connaissait bien, et en fait qui est venu vers moi en me disant j'aime bien ton travail, j'aimerais bien travailler avec toi, et je lui présente donc le projet. Et là il me dit oh là là, c'est beaucoup trop amateur, il va falloir que tu fasses ça un peu plus professionnellement et tu pourrais le porter beaucoup plus loin. À ce moment-là, on est aussi rejoint par Véronica Rodriguez, qui est une ancienne chargée de pédagogie à l'ENSI, qui a donné sa démission, qui nous rejoint sur le projet, voilà, qui fait le lien avec nous aujourd'hui, entre nous et les designers. Et on présente le projet à une dame qui s'appelle Giusy Tinella, qui est en charge du design à l'Institut français, et qui nous dit « Ah mais ce projet, le lancez pas tout de suite parce qu'on va le porter et le présenter à Milan. Si vous le voulez bien. » Évidemment, nous, on voulait bien. Et donc, mais à ce moment-là, je dis, ce que j'aimerais, c'est que pour faire justement Proof of Concept, qu'on invite, que ce soit pas que ma collection d'objets qu'on a vu avant, mais qu'on invite d'autres designers à participer en suivant ce protocole. Et donc, je fais appel à une dizaine de designers, donc qui vont des plus connus, comme François Azembourg, Mathilde Bretillo, qui enseigne ici, Jean-Charles de Castelbajac, à des designers de ma génération, comme Élise Foin, Jean-Sébastien Lagrange, Grégory Lacroix, Ambroise Madiar, et ensuite des designers beaucoup plus jeunes. Voilà, tous des designers que je connais très bien. Pierre Murau, qui est tout juste diplômé de l'ENSI, enfin depuis 2 ans maintenant, mais que j'avais suivi, qui était en stage à l'agence, j'avais suivi en diplôme à l'ENSI, enfin, voilà, qui était vraiment proche de moi. Et Lucie et Lucas, qui étaient 2 anciens stagiaires, qui sont pour elle à l'ENSI et lui à l'ISA, où j'enseigne aussi. Et donc, voilà, ils nous ont proposé des objets. Alors ça, c'est l'objet de François Azembourg. C'est une guitare qui joue l'air du temps. Donc, quand l'aiguille des secondes passe sur les cordes, elle joue un petit air de guitare. Donc voilà, cet assemblage, là, c'est un collage.
donc très évident, la guitare, les morceaux de bois. Ça, c'est une espèce de collage un peu surréaliste de Jean-Charles de Castelbajac, avec une espèce de réaction à la guerre en Ukraine, parce qu'on était en plein, enfin toujours en cas, mais ça c'est la proposition de Mathilde Bretilhot, qui en fait a repris, ça c'était il y a une pièce d'un objet de James Irvine, qui était un designer qui est décédé il y a quelques temps, qui était un ami de Mathilde, avec une patère qu'elle avait dessinée il y a quelques années. Donc c'est plutôt son histoire en fait à travers cet objet qu'elle a rassemblé. Élise Foin, elle a pris des morceaux de prototypes qu'elle avait créé pour la galerie Granville, je crois. Donc voilà, qu'elle a assemblé avec des ficelles, des serre-câbles. Jean-Sébastien Lagrange, lui, il a ressorti des papiers de sa résidence à la Villa Kujoyama, des papiers japonais sur lesquels il avait travaillé. Il les a assemblés avec des aimants, voilà, qu'il a posés sur une règle. Grégory Lacroix, lui, il a utilisé un stock de bouteilles bleues qu'il avait commandé par erreur. Et en fait, lui, son élément de liaison, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il le traite différemment. Son élément de liaison, c'est une petite table. Son élément de liaison, c'est le plateau de la table, et les bouteilles en fait viennent se greffer dedans. Ambroise Madjar, il a fait des masques à partir d'espèces de petites plaquettes de bois en fait qu'un de ses clients produit, qui est fabricant de tonneaux. Donc il a trouvé le profilé d'aluminium qui avait exactement la bonne dimension pour glisser ces plaquettes de bois dedans. Pierre Murau, il a fait son diplôme autour d'une tuilerie ou une briqueterie dans le sud de la France, avec qui il a fait plein d'échantillons d'objets en terre cuite. Et il a réutilisé en fait certains de ses essais pour faire ces objets. Donc là, un vase, une lampe. Voilà, il les a liés avec là un élastique, à d'autres endroits avec des vis, des choses comme ça. Ça c'est Lucas, donc lui encore étudiant. Donc lui, contrairement aux designers qui ont un peu d'expérience ou un peu de carrière derrière eux, n'a pas d'atelier, donc il a utilisé des objets domestiques, des choses qui traînaient chez lui, qui ne servaient plus. Donc là, c'est un tuyau d'aspirateur, donc avec une référence assez directe à la lampe de Castiglioni, qui ressemble un peu à ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Lucie, elle a récupéré dans le capharnaüm de la cour de l'ENSI, elle a récupéré plein de trucs qu'elle a assemblés les uns aux autres, et elle les a, on va dire, assemblés par une peau extérieure, puisque c'est aussi une façon d'assembler des choses entre elles, et qu'elle a recouvert de plâtre. Voilà. Et donc pour cette exposition à Milan, alors moi à l'origine je voulais faire une exposition sans objet pour vraiment aller être radical dans le propos. Les designers, eux, ils ont vraiment insisté pour qu'on emmène les objets là-bas. Je voulais faire une exposition qu'avec des vidéos, choses comme ça, voilà, que ce soit que l'information, justement comme en parlaient les intervenants précédents, que ce soit que l'information qui voyage et pas les objets. Bon, on n'a pas pu, pour cette exposition-là, être aussi radical, mais ça ne m'empêche pas de penser le projet ensuite pour la suite, justement, c'est peut-être cette façon de faire, c'est-à-dire d'envoyer les designers fabriquer les objets sur place et pas les objets, en fait, que ce soit les designers qui voyagent et pas les objets finalement. Donc moi j'arrive en fait très en amont du salon du meuble de Milan, et je commence un travail que j'aurais dû faire avant, de réflexion autour de qu'est-ce que c'est l'assemblage, comment on assemble les choses entre elles, différentes notions qu'on peut tirer, voilà, de cette. Donc comme à mon habitude, je dessine, je crée des petits échantillons de maquettes, voilà, avec des petits bouts de bois, des cuillères, des ficelles, et voilà, avec évidemment c'est aussi pour moi la quantité qui fait l'univers, donc c'est un fonctionnement que j'ai régulièrement sur mes projets, c'est de produire beaucoup. Plutôt que de faire des choses qualitatives, faire des choses quantitatives. Même si ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire aujourd'hui, mais dans la création, on a le droit. Donc voilà, des grandes notions qui sont assez simples, assez évidentes. Voilà, le lien pour rassembler, la colle qui n'est pas forcément le grand démon, qui peut aussi être une colle qui se défait, qui se désassemble. Voilà cette notion d'empaquetage qui est, je trouve, assez intéressante, de peau en fait pour assembler des choses entre elles.
Donc pour cette exposition à Milan, je décide de partir, on va dire, les mains dans les poches, voilà, sans avoir conçu de scénographie avant, sans avoir fabriqué pour pas que ça voyage justement. Et dans l'idée en fait de faire la scénographie avec ce que je trouve sur place. Et évidemment, ce que je trouve sur place, c'est les déchets des autres exposants, qui sont principalement des boîtes en carton. Et donc, je fais les stèles en fait des objets en utilisant ces grands principes. Donc là, voilà, j'achète en fait très peu de choses. J'achète quelques rouleaux de cellophane, des rouleaux de scotch, des sangles. En tout, ça me coûte, on va dire, 150 €, un truc comme ça. Et avec les boîtes, donc Julien Verret, l'attaché de presse du projet, vient avec moi. Et la nuit, on part en quête de cartons sur le stand d'Ikea qui est pas loin, qui nous interdit d'ailleurs de prendre des cartons chez eux pour pas qu'on voit le logo Ikea sur notre stand. Voilà, et on va piquer des boîtes vides qui sont dans les bennes à ordures en fait. Et on crée voilà, les stèles avec voilà, ces principes-là. On sangle les choses, donc ça fait là, voilà, on a acheté une bombe de mousse expansée. Et voilà, en fait, ça fait une scénographie un peu trash, un peu punk, mais en fait, dont j'aime bien l'esthétique. Alors ma plus grande peur, c'était que Jean-Charles de Castelbajac crie au scandale. En fait, pas du tout. Il aimait bien cette esthétique. Donc ça, c'est sa stèle avec sa sculpture bizarre au-dessus. Voilà, avec coller des boîtes avec du silicone, voilà, les empaqueter avec de la corde. Et évidemment, en même temps, lancer le site internet. Donc voilà, tout ça synchronisé, sachant qu'évidemment, on avait reçu certains objets seulement quelques jours avant notre départ à Milan. Enfin voilà, tout ça, c'est le projet, voilà, ce projet Big Assembly, avec encore des choses à régler. L'idée, en fait, maintenant, c'est vraiment d'augmenter cette communauté, donc de faire participer d'autres designers. Là, on est en train de préparer une exposition à Paris, de travailler aussi avec des entreprises, finalement, qui peuvent fournir, par exemple, la matière, le lien d'assemblage. Si on réfléchit à des entreprises qui fabriquent du scotch, par exemple, ou des serre-caps, des choses comme ça. Voilà, réfléchir aussi aux ressources, à la façon aussi qu'on veut parce que l'idée de ces assemblages, justement, de dire qu'on peut peut-être fabriquer des choses sur place, qu'on n'est plus obligé de faire voyager les objets. Là, on est invité à la Design Week du Costa Rica. Donc eux, justement, au Costa Rica, qui ont une grande pratique de la réparation, de l'assemblage, des choses comme ça, ils sont intéressés, qu'on a rencontrés à Milan, ils sont intéressés de nous faire venir. Et donc là, l'idée, ce serait vraiment de partir avec quelques designers sans objet, quoi, de trouver les ressources là-bas. Et aussi, pour aller plus loin aussi, de se dire que finalement, c'est pas que de la matière à terme qu'on veut assembler, mais c'est aussi des lieux avec des designers, des disciplines, voilà, avec le design, justement, de voir. En fait, l'assemblage, ça peut aller assez loin dans cette. Enfin, c'est des notions en fait qui vont plus loin que juste assembler la matière entre elles. Et voilà, et bon, après, c'est un projet qui est en devenir. Évidemment, les événements ont repris, donc moi, je recommence à travailler pour l'univers de la mode aussi, hein, que je sais pas du tout quelque chose que je renie. Mais voilà, il faut continuer à faire vivre ce projet. On a encore des enjeux sur les prix des objets, puisqu'on essaye d'être transparent. Donc ça, c'est un onglet du site, c'est à propos du prix, c'est comment on calcule le prix des objets, comment les designers, eux, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Donc là, il n'y a pas tout, mais si on déroule la page, en fait, il y a comment c'est calculé pour que les gens qui achètent les objets aussi comprennent pourquoi, en fait, un petit miroir qui semble rien du tout, en fait, il coûte quand même 250 €, parce que voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve là-dedans, qu'il y a des acteurs en jeu, même si nous, on voudrait que ce soit moins cher. Bon, voilà, en gros, bon, on voit rien là, mais c'est un peu fait exprès, mais voilà, voilà, comme on définit un peu les grilles de prix, le temps passé à glaner les ressources. Voilà, en gros, voilà mon projet de The Big Assembly. Et merci. Voilà, ça a été assez court finalement, je crois. Merci beaucoup, Goliath, c'était très bien. Bah oui, non, mais c'est drôle parce que. Enfin, c'est drôle. Parce qu'en fait, nous, on s'est rencontrés ici en juin Tout à fait. dernier pour les diplômes
de l'école, alors qu'on est tous les deux parisiens et qu'on traîne à peu près dans les mêmes écoles, mais on se connaissait pas du tout. Et qu'en plus on a des thématiques communes à venir, à développer. Voilà. Et justement en t'écoutant, ça me faisait penser à quelque chose que je disais hier à Paris sur voilà, autour du thème de la fabrique, des savoir-faire, de la fabrication, de l'artisanat. Il y a tout un tas de choses, mais moi qui aime bien les étymologies, chez les Grecs, l'artisan, l'artiste, le sculpteur, le poète, le médecin, tous ces gens-là, en fait, ils étaient définis par un même terme qui est celui de démurgos. Si on traduit en français, c'est artisan, fabricant, voilà. Et démurgos, ça veut dire, si on traduit aussi comment le mot est construit, c'est démos et ergon, c'est la forme commune. Donc en fait, l'artiste, le sculpteur, le poète, le charpentier, un de vos camarades parlait de Dédale ce matin, Dédale qui est l'archétype de l'artisan pour les Grecs, en fait, son nom c'est de faire œuvre commune. Et l'autre anecdote, qui rejoint un peu plus ce que tu dis, c'est que justement un de ces artisans célèbres, ici artisan du texte, Homère, l'étymologie du nom d'Homère, Homéros, ça veut dire ajuster ensemble. Et en fait la poésie chez les Grecs, qui est donc une caractéristique des artisans, des sculpteurs, des poètes, des charpentiers, et qui signifie l'idée de faire passer des choses du non-être à l'être. En fait, elle se décline de trois manières dans la poésie antique, notamment avec Homère. C'est qu'elle est là pour lier le texte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des canevas avec des épisodes, des personnages, et l'Aède, en fait, il est là pour assembler ces morceaux de texte comme un tisseur tisse voilà, des fils pour faire un tissu. C'est là pour lier les gens, parce que le moment de la récitation, c'est un moment où on raconte en fait la communauté. Et c'est aussi la poésie grecque, le lieu de lien en fait de l'humanité avec ce qui est non humain. Alors nous on dirait l'environnement, les animaux, la nature, etc. Chez les Grecs c'est encore les dieux, mais il y a cette idée voilà, de ces trois dimensions, je trouve, de mise en relation qu'on retrouve, je trouve, dans justement le projet Big Assembly, c'est-à-dire à la fois lier le texte, le matériau en fait. On a des matériaux, on les lit les uns avec les autres, lier les gens, à la fois les designers, ceux qui sont intéressés par des objets par ailleurs, et puis tout un tas d'autres écosystèmes, des lieux, enfin ce que tu disais en dernier, et puis lié à l'environnement parce que ça s'inscrit aussi dans une démarche critique, spéculative, consciente, responsable, indépendante, autonome, je sais pas, tu choisiras le terme que tu veux. Voilà, mais c'était juste une remarque à ton écoute, je sais pas si tu as un rebond. J'ai pas de rebond sur Homère, merci déjà de ce lien. Non, j'ai une remarque sur parce que ça m'a fait penser à, parce qu'évidemment c'est un projet voilà, en constante évolution, et que cet assemblage, ça pouvait être aussi, voilà, je parlais d'assemblage d'histoire, et on s'était dit, mais finalement ça pourrait être assez intéressant d'avoir aussi des gens qui viennent avec leurs objets, ou leurs échantillons, ou leurs trucs, et qui nous disent, voilà, j'ai ça, est-ce que vous pouvez assembler et va créer de la fonction avec ça? Je sais pas, on peut imaginer l'argenterie de la grand-mère avec une ressource de, je sais pas, de vieux journaux, et voilà, on s'était dit ça pourrait être un jour un onglet dans le site, voilà, de des gens qui viennent apporter leurs propres objets, leur propre histoire, et que nous, enfin Big Assembly serait une façon d'assembler cette histoire et de la lier ensemble, quoi. Voilà. Très bonne idée. Est-ce que vous avez des questions à poser à Goliath, des remarques? À Paris, ceux qui ne sont pas là. Bon, alors déjà, je voulais savoir, ce projet-là, Big Assembly, il a commencé avec du coup comment dire, la période du Covid où du coup vous étiez un peu coincé, vous pouviez rien faire, etc. C'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment Exactement, commencé. ouais, tout à fait.
Et en tant que designer, quand il y a eu cette période-là où du coup on ne peut pas vraiment produire, on n'a même pas du coup les moyens de produire, comment vous avez fait au final pour gagner votre vie? Ça a été quand même une longue période. Non mais c'est vrai que je me demande parce que nous on est quand même censé être au contact du coup des artisans, des personnes, enfin bref on va travailler avec des personnes et finalement là on est coincé, on est tout seul, on n'a pas les matériaux pour, c'est pour ça qu'en fait vous avez pris tous vos matériaux dans votre atelier. Désolée, ça me stresse en fait. Non, détendez-vous, tout va bien. Nous sommes amis. Oui, j'en perds le fil. Mais du coup, oui, comment vous avez fait finalement pour... Alors, cette question de la survie, c'est parce que j'avais quand même de la chance, parce que j'avais un peu, ce qu'on appelle la trésorerie. Donc j'avais un peu d'argent d'avance, ce qui m'a permis de survivre. Il y a eu quelques aides aussi qui ont permis de ça. Mais ça a été, on va dire, en fait, les gros problèmes de survie ne sont pas arrivés vraiment au moment du premier confinement, mais plutôt l'année d'après. Parce qu'en fait, quand ça arrive, tout de suite, il y a encore un effet d'inertie qui fait qu'on peut quand même survivre. C'est surtout l'année d'après, donc c'est plutôt, on va dire, l'année dernière qui a été dure, l'année 2021. Mais là, ça reprend. Et donc, c'est comment on tient. Donc, c'est votre comptable qui vous dit « tenez bon !» Voilà, ce genre de choses. On s'endette un peu. Voilà, on est plein dans ce cas de figure-là, quoi. Là maintenant ça reprend, mais et c'est pour ça que quand j'ai aussi multiplié mon enseignement. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un poste à l'ISA. J'ai ce projet-là. En fait, maintenant j'ai 3 fois plus de boulot qu'avant le. Donc c'est maintenant que c'est problématique. Mais c'est aussi voilà, ça a permis de dynamiser. En fait, cette perte d'activité, elle a créé une chaîne de réflexion. Et je suis pas le seul. Voilà, sur comment on peut se retourner quand tout d'un coup tout s'effondre. On peut réagir vite. Donc l'idée, voilà, c'est pour ça que je dis que voilà, quand j'utilise cette pâte époxy, moi aussi, c'est de dire, comme un acte désespéré, j'assemble des choses très rapidement. Bon, en fait, c'est des heures de réflexion sur est-ce que je le mets comme ci, est-ce que je le mets comme ça, mais voilà, symboliquement, c'est ce que ça. Voilà. Et ensuite, je prends en photo, je le mets sur le site, et peut-être dans les 2 jours, il est vendu, quoi. Et ça me revient tout de suite. C'est pour parler de cette rapidité-là qu'en fait, quand on fait la conception, des projets de design dans la méthodologie de projet classique, c'est 2-3 ans en fait. Quand je fais mes projets de recherche, c'est 2-3 ans avant qu'il y ait un objet physique devant moi. Quand on fait de l'auto-édition, il faudra en parler avec Charlotte, mais je pense que c'est pareil, c'est 1 an et demi de développement. Et quand on est dans un besoin de survie tout de suite, en fait, voilà, c'était vraiment ça la logique de départ du projet. Alors en fait, ça m'a fait perdre plus d'argent que ça ne m'en a fait gagner pour l'instant, mais voilà, c'est le lancement du projet. Mais en fait, ce projet-là, j'ai demandé à Françoise Zambour, Mathilde d'intervenir parce que c'est aussi des personnalités qui vont porter le projet, mais en fait, il est plutôt à destination des jeunes designers, même encore des étudiants ou des designers qui sont peut-être un peu plus expérimentés, mais qui ont tout d'un coup un creux dans leur pratique ou dans leur activité ou dans leurs clients, plutôt qu'à des gens très expérimentés. Après, le protocole en lui-même, c'est assez marrant parce que ça fait sortir peut-être de ces zones de pratiques habituelles. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et du coup, moi j'ai une question, parce que Covid, survie, tout ça, bien sûr, mais justement, est-ce que tu n'as pas aussi fait l'expérience que dans ces moments-là, il y a aussi un truc joyeux possible? C'est-à-dire dans l'acte, c'est au départ pour résoudre un problème qui est pas très sympa. Je veux dire, oui, bien sûr. voilà, l'arrêt de l'activité, comment on fait pour continuer, dire au comptable oui, vous inquiétez pas, je lâche pas le morceau. Mais du coup, maintenant, voilà, t'as cette expérience-là. Je dis pas qu'elle est facile à traverser, hein, évidemment, mais je veux dire, quand tu parles justement du geste avec la pâte époxy, il y a aussi un truc. Positif, jouissif. Je te pose la question parce que justement, depuis 2 jours et depuis un moment maintenant, le récit ambiant des mois qui s'annoncent devant nous est plutôt celui de la survie, de la sobriété, de oulala, les choses vont mal tourner. Et en même temps, je trouve qu'il y a tout un tas, t'as un peu tarte à la crème de le dire comme ça, mais il y a tout un tas d'opportunités finalement qui s'ouvrent
et qui sont intéressantes. Et même sans parler d'opportunités, c'est-à-dire aussi un truc très présentéiste. C'est-à-dire, bon bah en fait, bah voilà, profitons aussi de ce qui est présent ici et maintenant et faisons-en quelque chose. Alors oui, de toute façon, moi, depuis très longtemps, et quand je mets, on va dire, mes leçons inaugurales en tant qu'enseignant, il y a une partie sur le plaisir, le désir et le plaisir de faire, qui est pour moi une partie fondamentale. Quand j'encadre un diplôme à l'ENSI, c'est toujours, voilà, parmi mes premières réflexions, il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Donc oui, en fait, moi, ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté quasiment complètement l'édition, voilà, avec les éditeurs. Donc tous ces petits objets, petites lampes, miroirs, etc. Ça fait longtemps que j'en fais plus. J'en ai encore qui sont en vente, que vous pouvez acheter si vous voulez. Chez Petite Friture, voilà, chez Sina, etc. Mais j'en fais plus parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, voilà, pour moi, le design, c'est un outil critique de l'industrie et de la production. Et avec ces éditeurs-là, évidemment, on n'a pas du tout la main sur la production. Donc pour moi, c'est un gros problème. Du coup, ça devenait juste de la décoration, ce qui me gênait. Et finalement, avec Big Assembly, j'arrive à revenir à des projets très simples, en fait, de petites lampes, petits miroirs, petits patères, qui sont des objets dont on a toujours besoin. Enfin, voilà, on a toujours besoin d'une petite lampe. Mais en fait, voilà, je me pose plus du tout la question aujourd'hui de... au début de ma carrière, j'arrivais devant mon bureau, je posais mes feuilles de papier, je me disais tiens, je vais dessiner une lampe. Aujourd'hui, je pose plus jamais cette question-là. Je me dis aujourd'hui, je vais arriver devant mon bureau, je vais dire qu'est-ce que c'est de s'éclairer aujourd'hui. Et peut-être que le projet au final, ce sera plus une lampe. Et finalement, quand j'ai fait Big Assembly, je me suis pas dit tiens, je vais dessiner une lampe. Je me suis dit tiens, comment on fait pour survivre. Et à la fin, c'est une lampe, bizarrement. Enfin, voilà. Donc, et il y a toujours moi j'ai toujours le plaisir de l'objet, donc de créer des nouveaux objets, tout. Donc c'était assez jouissif aussi tout d'un coup de revenir à cette simplicité-là, de juste créer une petite lampe, un petit miroir, un petit objet assez déco, mais dont la provenance, elle n'est pas d'une logique de décoration, quoi. Elle est d'une logique plutôt de design. Voilà. Est-ce que le silence règne sur l'une et l'autre colonne ? Il le semble. Goliath, est-ce que tu as ajouté un mot de conclusion, une ouverture, un projet qu'on pourrait aller voir, autre que Big Assembly ou Big Assembly d'ailleurs, mais le Costa Rica ça fait un peu loin. Le Costa Rica c'est un peu Je loin, sais non, pas mais si tu as des choses prochainement, par exemple. Prochainement, non. Non, a priori, l'exposition Big Assembly, la prochaine, elle aura lieu plutôt début de l'année prochaine, plutôt printemps, mars, quelque chose comme ça. Donc ça, ce sera à voir, mais ce sera à Paris. Et sinon, non, j'ai rien. Non, j'ai rien de. T'as jamais pensé faire un workshop Big Assembly dans une ou plusieurs écoles Si, il y a Wanted Design à New York qui veut potentiellement nous faire venir pour faire un workshop. Mais effectivement, dans les écoles, il y a une école aussi aux États-Unis, mais la communication un peu longue. Mais si, bien sûr. Si, l'idée. Il y a même à Milan, on a rencontré Denis Schmitt qui s'occupe des vitrines Hermès. Alors, pas la personne avec qui j'ai travaillé, bref, c'est compliqué. Mais voilà, on est en communication avec eux pour faire des vitrines Hermès Big Assembly, ce qui pourrait être assez fantastique, je trouve. Ça ferait en plus un lien entre mes deux. Voilà. Mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est en devenir, parce que bon, le Salon du Meuble de Milan a été décalé à juin, ce qui en fait décale pas mal de choses. Et qui le rend un peu invisible malheureusement en termes de presse, parce qu'il n'y a presque rien eu. Normalement c'est en avril. Donc voilà, on est en train de relancer le truc parce que l'été tue un peu toutes les activités. Mais non, sinon je voulais dire merci de m'avoir invité. Ça m'a permis de faire un point, une synthèse sur là où j'en étais. C'est une joie renouvelable désormais et puis j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de faire plein de choses ensemble à l'avenir.